Un agent immobilier à succès, grand voyageur, épouse et maman. Maintenant, un meurtrier présumé. Depuis 14 ans, elle semble avoir mené la belle vie. Mais selon la police du Texas, elle cache un sombre secret depuis 2012. Les médecins légistes du comté de Tarrant ont conclu qu'elle avait reçu plus de 100 coups de couteau. La police affirme qu'elle serait une tueuse de sang-froid. L'erreur cruciale que cette mère, devenue suspecte de meurtre, aurait commise et qui, selon la police, a permis de résoudre un cold case vieux de plus de 10 ans. On the Case présenté par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Vous ne pouvez pas échapper à votre passé, surtout un passé aussi sombre que celui qu'on attribue à une agente immobilière du Texas, nommée Mira Velasquez. Pour l'instant, elle est détenue à la prison du comté. Elle ne sera peut-être plus jamais libre, elle est accusée de meurtre passible de la peine capitale. Maintenant, je pense que vous pouvez le voir dans ses yeux quand vous regardez cette photo d'identité judiciaire. Sa vie ne sera plus jamais la même. Mais on peut se demander, ces larmes viennent-elles de quelqu'un accusé à tort? Ou bien sont-ce les larmes d'une meurtrière qui ne pouvait plus échapper aux conséquences de ce qu'elle aurait fait il y a plus de 10 ans? Notre enquêteur de la brigade criminelle a reçu un appel du FBI l'informant que le processus IGG avait identifié un suspect potentiel, Mira Velasquez, 42 ans. Elle était une amie proche de la victime et habitait à quelques kilomètres de la scène du crime. Avec cette nouvelle information en main, notre brigade criminelle a commencé à mener une enquête complémentaire sur Madame Velasquez. En mai, ils ont pu obtenir un échantillon d'ADN à partir de déchets jetés et nous l'avons envoyé à notre laboratoire de criminalistique pour une analyse plus approfondie. Le laboratoire a déterminé que l'ADN correspondait à la goutte de sang retrouvée sur la scène du crime. Extrait de la conférence de presse tenue plus tôt à Arlington, Texas, annonçant l'arrestation de Mira Velasquez. Il semble maintenant que la suspecte du meurtre menait une vie luxueuse depuis ce jour en 2012. Ses réseaux sociaux la montrent en train de voyager à travers le monde, à Paris, en Jamaïque, vivant véritablement un rêve avec une famille à ses côtés. Je vais maintenant expliquer comment cette affaire non résolue a commencé et ce que Velasquez aurait laissé, aidant la police à la résoudre. Je souhaite vous présenter la victime de cette histoire, Ira Sema Chavez. Elle avait 33 ans lorsqu'elle a été retrouvée poignardée à mort dans son appartement à Arlington en janvier 2012. La police affirme qu'elle avait reçu plus de 100 coups de couteau. L'une des principales pièces à conviction est cette vidéo de la nuit de son meurtre. Selon la police, une vidéo de surveillance montre une silhouette en survêtement montant les escaliers vers l'appartement de Chavez. Ils gardent la tête baissée et semblent tenter d'ouvrir la porte, mais ensuite, ils attendent simplement. Et après environ une minute, la porte s'ouvre et ils entrent à l'intérieur. La famille est allée voir Chavez le lendemain matin et l'a trouvée morte. Les médecins légistes du comté de Tarrant ont conclu qu'elle avait reçu plus de 100 coups de couteau. Une télévision a été signalée comme manquante de l'appartement. Nous pensons que le meurtrier a emporté la télévision. Les détectives de l'époque ont mené une enquête très approfondie, ont suivi plusieurs pistes, mais ils n'ont pas pu totalement identifier le suspect. Maintenant, comme vous l'avez vu dans la vidéo de surveillance, il n'y avait aucun signe d'effraction dans l'appartement de Chavez, ce qui laissait penser qu'elle connaissait son meurtrier. Mais le meurtre de Chavez est resté non résolu. Le site de la ville d'Arlington a placé l'affaire parmi les non résolus et publié ce profil, espérant qu'un indice permettra une arrestation. La police dit qu'après avoir examiné la scène, ils avaient un élément de preuve crucial. La piste solide que nous avions était une goutte de sang frais retrouvée sur le meuble télé de la chambre à coucher à l'intérieur de l'appartement. Le laboratoire de police scientifique a déterminé que l'échantillon de sang ne provenait pas de la victime et qu'il appartenait à une femme hispanique non identifiée. Les enquêteurs ont enregistré le profil ADN dans la base de données CODIS, qui est la base de données nationale utilisée pour comparer les profils ADN dans les enquêtes criminelles. Mais nous n'avons jamais obtenu de correspondance. En 2016, 4 ans après le meurtre de Chavez, cet échantillon de sang prélevé sur un meuble télé dans son appartement a été confié à une société d'analyse ADN appelée Parabon Nanolabs. La société a pu établir un profil de ce à quoi le meurtrier pourrait ressembler. Et voici ce qu'ils ont obtenu.
une femme que l'on pense avoir une vingtaine d'années. Prenons un moment pour en parler, que la technologie, même à ce stade, avait évolué au point où l'on pouvait créer une image comme celle-ci, c'est tout simplement incroyable. Même avec cette image, l'affaire Chavez est restée non résolue. Apparemment pendant encore 10 ans, Donc en novembre 2024, nos détectives de l'unité des homicides ont rencontré le FBI et leur ont parlé du profil ADN inconnu que nous avions. Nous avons demandé au FBI s'ils envisageaient d'utiliser la généalogie génétique d'investigation pour générer une piste pour nous. Ils ont accepté avec beaucoup de gentillesse. en 2024, la police d'Arlington a demandé au FBI de les aider à reprendre l'affaire et à analyser l'échantillon de sang en utilisant la généalogie génétique. Joseph Scott Morgan, professeur de sciences forensiques à Jacksonville State University et enquêteur sur les décès de longue date, va me rejoindre ici dans un instant pour expliquer comment fonctionne cette technologie. Mais en gros, cela signifie que l'on peut relier un suspect potentiel à un échantillon d'ADN en remontant son arbre généalogique grâce à des bases de données publiques comme 23andMe maintenant. La police dans cette affaire ne veut pas dire d'où vient l'indice qui les a menés à Velasquez. Finalement, les forces de l'ordre l'ont ciblé comme suspecte potentielle en janvier de cette année. C'est une mère de 42 ans qui, d'après les réseaux sociaux, semblait travailler comme agent immobilier dans la région de Dallas-Fort Worth. Et la police affirme qu'elle connaissait la victime. Elles étaient proches amies, et Velasquez vivait en fait près de Chavez en 2012. Elle était une proche amie de la victime, vivant à quelques kilomètres du lieu du crime. Avec cette nouvelle information en main, notre service des homicides a commencé à mener une enquête complémentaire sur Mme Velasquez. En mai, ils ont pu obtenir un échantillon d'ADN dans des déchets jetés et nous l'avons envoyé à notre laboratoire de criminalistique pour une analyse plus approfondie. Le laboratoire a déterminé que l'ADN correspondait à la goutte de sang retrouvée sur la scène du crime. Mira semble avoir mené une vie que beaucoup envieraient depuis 14 ans. En 2013, nous avons des photos la montrant enceinte sur une plage, et maintenant, elle aurait un fils ado. Mira a aussi parcouru le monde. Ses réseaux sociaux font penser à un blog de voyage, avec des lieux d'Europe aux Caraïbes. Et c'est dur à croire en voyant ces images qu'elle est désormais la même personne avec une photo d'identité judiciaire. Accusée de meurtre passible de la peine capitale dans une affaire qui n'est rien de moins qu'un crime commis de sang-froid, elle aurait poignardé quelqu'un, une personne qu'elle connaissait, qui était considérée comme une amie proche plus de 100 fois selon la police. Le style de vie luxueux et insouciant de Velasquez pourrait maintenant avoir pris fin. Selon les dossiers du tribunal, la police l'a ciblée comme suspecte potentielle. Ils ont commencé à la surveiller. Et à son insu, selon la chaîne de télévision WFA, ils ont suivi Velasquez jusqu'à un restaurant où elle a déjeuné avec des amis. La police dit qu'à la fin du déjeuner, elle est partie. Des policiers en civil sont alors intervenus et ont récupéré 2 fourchettes en plastique qu'elle avait utilisées et ils les ont envoyées pour analyse. Ils ont également testé un gobelet apparemment, ainsi qu'une assiette, selon WFA. À présent, la police affirme que l'ADN retrouvé sur une fourchette correspond au profil ADN du sang découvert dans la chambre, sur le meuble télé d'Irizima Chavez, il y a 14 ans, du sang que la police pensait depuis longtemps appartenir au meurtrier dans cette affaire. La police affirme avoir obtenu un mandat d'arrêt contre Velasquez en mai. Et ils l'ont arrêtée lors d'un contrôle routier la semaine dernière. Elle est maintenant accusée de meurtre capital. À ce stade, plusieurs questions subsistent. Le mobile du meurtre est inconnu. La police dispose aussi du téléphone de Chavez et d'un échantillon de sang, qui a fourni ce qu'il qualifie d'informations précieuses sur cette affaire, donnant du contexte sur la façon dont Chavez connaissait son présumé meurtrier. Mira Velasquez, ils disent aussi que Velasquez était déjà venu dans l'appartement auparavant. Il n'est pas clair si Velasquez avait déjà été dans le viseur des enquêteurs en 2012, mais selon la conférence de presse d'aujourd'hui, la police dit qu'elle a parlé aux enquêteurs après son arrestation, mais on ne sait pas ce qu'elle a pu dire. La police a également déclaré qu'à ce stade, ils ne recherchent personne d'autre en lien avec ce meurtre. Madame Velasquez a été interrogée. Et lors de cet entretien, nous avons appris des informations qui seront utiles dans ce processus. Je ne vais pas le divulguer pour l'instant. Elles étaient amies. Et Madame Velasquez était déjà venue dans l'appartement auparavant. Mais nous avons pu obtenir quelques informations d'elle lors de l'entretien.
ce qui aidera les poursuites contre elle. L'enquêtrice principale chargée de l'affaire a été interrogée sur ce que cela signifiait pour elle de finalement procéder à une arrestation 14 ans après ce meurtre, et sur ce que cela faisait de partager la nouvelle avec une famille qui attendait la justice et des réponses depuis si longtemps. Attends une minute. Oh! Annoncer la nouvelle à la famille. C'est pour ça. Et pouvoir partager ça avec la famille, c'est la raison pour laquelle nous faisons ce travail. Ils étaient très reconnaissants. C'était émouvant. Mais toutes les personnes impliquées dans cette affaire, que vous soyez la détective, que vous apparteniez à l'équipe IGT du FBI, que vous travaillez sur les scènes de crime, toutes les personnes impliquées dans une telle affaire éprouvent cette exaltation une fois l'affaire résolue, partagent la douleur de la famille. Et la raison pour laquelle nous nous investissons autant, c'est pour ça. Nous recevons maintenant Joseph Scott Morgan, professeur de criminalistique à l'Université d'État de Jacksonville et enquêteur sur les décès. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et en généalogie génétique, nous voyons de nombreux cas où cela est utilisé pour résoudre quelque chose qui semblait impossible à élucider. Et dans ce cas, le FBI affirme qu'en 2024, ils ont commencé à établir ce profil ADN. Je sais qu'on en a déjà parlé. Dès l'école, j'ai compris que la science n'était pas pour moi. Donc pour ceux comme moi ou qui regardent, explique-nous simplement comment marche la généalogie génétique et quel a été son rôle dans cette affaire au Texas. Eh bien, tout cela, et d'ailleurs, merci de m'avoir invité à nouveau, Chris. Tout cela découle d'une industrie qui, vous savez, a maintenant vu le jour. Et tout le monde veut découvrir quelles sont ses origines, n'est-ce pas? Quelles sont nos origines? Donc, même si vous n'avez pas, vous savez, envoyé un échantillon à l'une de ces entreprises, il y a de fortes chances qu'un de vos parents éloignés ait envoyé un échantillon. Et à cause de ce réseau qui est créé en réalisant un profil ADN sur un individu, parce qu'un des objectifs de ces entreprises est aussi de mettre les gens en relation. Parce que si vous construisez un immense arbre généalogique, vous savez, pour voir si vous êtes apparenté à Charlemagne. Je veux dire, le roi, vous savez, ils disent que beaucoup d'entre nous descendent de lui, car c'est exponentiel, vous savez. Mais si vous ramenez cela plus près de chez vous, vous ramenez ça plus près de chez vous, vous pouvez en fait voir à quel cousin éloigné vous êtes apparenté. Et j'aime utiliser cette petite image. Et c'est comme lorsque cet ADN est soumis et que vous le soumettez dans le cadre d'une enquête criminelle, vous avez un cousin éloigné quelque part qui pointe du doigt vers vous comme quelqu'un à ajouter à la liste. Et Chris, ces chiffres sont tellement astronomiques. Ils sont époustouflants quand on y pense, vous savez, parce qu'à l'époque, tout ce que nous avions, c'était la détermination du groupe sanguin. D'accord. Vous savez, les groupes ABO. Et vous savez, le groupe sanguin le plus rare, c'est comme AB négatif. Et ça arrive je ne vais pas me faire lyncher pour ça, mais c'est comme une personne sur environ 170 est AB négatif. Et maintenant, tu parles de quintillions, d'octillions et de toutes ces sortes de valeurs numériques. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui est déjà dans la base de données. Ils ne sont accusés de rien. D'accord. Ils figurent simplement dans une de ces bases commerciales. Puis, un échantillon inconnu est retrouvé sur une scène de crime. D'accord. Eh bien, quand on en vient à l'essentiel, s'ils ont récupéré cela, ils vont l'intégrer à ces bases de données auxquelles ils ont accès. Et encore une fois, je reviens à cette image d'un cousin qui te pointe du doigt. C'est incroyable à imaginer. Je veux dire, ils ont dit en 2012 qu'ils avaient 7 gouttes de sang qu'ils pensaient provenir du tueur. Ils l'ont ajouté à Codis, la base du FBI, sans résultat à l'époque.
Attendre 14 ans pour des réponses, puis la technologie a évolué. 2024, le FBI s'en occupe. Aujourd'hui, ils affirment soi-disant l'avoir. Attraper le tueur. Je veux revenir sur ce que nous savons de ce qui s'est passé en janvier 2012. Joseph, parce que Mira Velasquez est accusée d'avoir poignardé la victime plus de 100 fois. Et c'est comme, rien qu'en lisant ça, je pense juste à si tu comptais en tapant sur une table 100 fois, comme comment? Combien de temps Super, ça belle image. prendrait, tu Oui. vois? Combien de temps te faudrait-il pour taper 100 fois? Mais là, c'est bien plus que ça. C'est bien plus horrible que ça. En tant que personne qui a, j'en suis sûr, enquêté sur de nombreux décès par arme blanche, expliquez-nous ce que cela vous apprend sur ce tueur. Si elle l'a vraiment fait, c'est donc le nombre de fois qu'elle a poignardé la victime. Oui, eh bien, il faut réfléchir. Vous savez, nous n'avons pas approuvé le mobile. Enfin, je dis nous, je n'en fais pas partie. Le procureur n'a pas approuvé le mobile, mais vous devez réfléchir à une motivation, n'est-ce pas? Et l'une des choses que vous verrez dans les sciences du comportement, c'est qu'ils commenceront à parler de choses comme l'acharnement. Eh bien, nous voyons cela dans le monde médico-légal avec le nombre de traumatismes. D'accord. Nous ne parlons pas ici de quelqu'un renversé par une voiture avec de graves traumatismes. D'accord. Tu as raison de taper sur la table parce qu'à chaque fois que cette arme est utilisée sur une personne, c'est un impact individuel à chaque fois. Maintenant, certains seront plus profonds que d'autres. Certains seront superficiels parce que tu n'auras pas une centaine de blessures au même endroit. Il est plus probable qu'elles soient réparties partout. Et crois-moi, la personne qui se fait poignarder, s'ils en sont conscients, ils refusent d'être poignardés. Alors, que font-ils? Eh bien, ils ripostent et essaient de se défendre. Donc, cette personne qui est la victime peut lever le bras. Il peut y avoir ce qui semble être des blessures de défense et c'est une réaction naturelle qui se produit. Vous savez, les gens essayent de bloquer et de parer, comme on dit en escrime. Vous bloquez ainsi, donc ils auront ces blessures ici. Ensuite, vous pouvez les avoir. Vous savez, plus concentré au niveau de la poitrine ou du dos, selon la position dans laquelle se trouve la personne. La victime peut rouler sur le côté, vous pouvez les avoir sur les côtés. Et voici un autre élément que nous voyons avec l'acharnement. Ah, très souvent vous aurez des défigurations, d'accord, car ils vont attaquer le visage, d'accord. C'est pourquoi, bien souvent, lorsqu'on a ce genre de cas de surviolence frénétique, très souvent, votre première hypothèse est qu'il s'agit d'une relation intime dans laquelle quelqu'un est impliqué. Je ne parle pas forcément d'une relation sexuelle, mais il y a un lien parce qu'il faut qu'il y ait cette base pour que la jalousie ou la colère soit le moteur de tout ça. Qui avez-vous mis assez en colère pour qu'une personne fasse ça 100 fois? Et vous savez, et c'est un chiffre qu'ils avancent, vous savez, le chiffre de 100 fois. Et on ne sait même pas si c'est une approximation ou s'ils ont littéralement compté 100 blessures différentes. Quoi qu'il en soit, peu importe comment on le voit, c'est considérable. Donc, la personne que vous cherchez, il faut penser qu'elle doit faire partie du cercle intime. Cette personne connaîtrait la victime. Vous savez, à moins que quelqu'un soit psychotique et attaque une personne en la poignardant une centaine de fois, la plupart du temps, vous allez chercher quelqu'un qui est assez en colère pour commettre ce genre d'acte horrible. Oui, et en fait, il n'y a pas de mobile officiel à ce stade. Selon la police, ils étaient de proches amis. Une vidéo de surveillance montre celle, présumée, être Mira Velasquez, entrant dans l'appartement cette nuit-là, sans effraction. La police en déduit qu'il s'agissait de quelqu'un que la victime connaissait. Il y a aussi une goutte de sang qui semblait être... Vous savez, si cela n'avait pas été laissé derrière, je ne sais pas si cette arrestation aurait eu lieu. Clairement, non. Mais si j'étais avocat de la défense, je dirais qu'elles étaient amies, qu'elles venaient tout le temps à la maison. Par exemple, elle s'est coupée la main sur la télé. Que peut prouver ce sang, puisque la police semblait très confiante dans le travail de la police scientifique en 2012. Et ils se sentent sûrs de leur Oui, travail. Tu sais, la façon dont ce sang a été manipulé, comment il a été scellé, mais ouais. comment les procureurs pourraient-ils faire valoir que non seulement c'est son sang, ce que l'ADN démontre, mais que c'est du sang qui a été déposé là lors d'un crime aussi terrible? Ouais. Et très souvent, Chris, tu as des auteurs qui, lorsqu'ils utilisent un couteau, et la plupart des gens n'y pensent pas. Seulement, tu sais, seuls des scientifiques un peu bizarres comme moi pensent à ce genre de choses. Tu sais, parce qu'on doit examiner la dynamique de la situation, n'est-ce pas? Le sang devient très glissant. Et crois-moi, avec une centaine de blessures individuelles sur le corps, l'individu qui avait fait ça, le coupable, tout d'abord, aurait eu du sang sur lui, certainement sur ses mains.
il va sans dire que le couteau aussi. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Eh bien, le couteau et les surfaces, quand tu le tiens, peu importe la façon dont tu le tiens après 100 coups, et surtout la force, la fatigue qui s'installe parce qu'il y aurait de la fatigue. Imagine simplement faire 100 flexions, d'accord? Et t'es poussé comme ça, tu sais, tu deviens complètement fou. Ça devient glissant. Et ce que tu vas découvrir, surtout si elle n'a pas de garde, tu sais, revenons au K-bar, tu sais, dans l'Idaho, non? Celui-là avait une garde ou une barre transversale, non? Et ça devrait empêcher quelqu'un de descendre le long de la lame. Mais si vous utilisez quelque chose comme un couteau de boucher que vous avez dans votre armoire de cuisine, qui n'a pas de garde, donc votre main peut en fait glisser le long de la lame. Elle peut vous entailler, même sur le petit coin là, ça peut vous couper. Et cette petite goutte de sang que vous pourriez trouver, vous ne pouvez pas simplement supposer que tout le sang présent est associé à la victime. Ils ont fait un travail remarquable sur cette affaire parce que parmi tout le sang, comme je l'ai déjà dit, il y en aurait eu une quantité abondante. Ils ont trouvé cette seule goutte et c'est à partir de cette seule goutte que je crois, d'après ce que nous avons entendu, qu'ils ont fait un phénotypage sur cette goutte de sang, ce qui a permis de créer un profil. Ce n'est pas la même chose que la généalogie génétique, mais je pense qu'ils avaient identifié le sujet comme étant une femme et qu'ils avaient identifié le sujet comme étant latino, hispanique, je pense. Et ce sont des choses que vous pouvez faire avec un profil qui renseigne, vous savez, sur l'origine ethnique. Ils peuvent même déterminer la couleur des cheveux et le teint de la peau, Chris, la taille. Tu recherches des choses prévisibles et tu serais surpris de voir à quel point ils s'en approchent. Et n'as-tu pas dit qu'il y avait comme un rendu, c'était fait ou Ouais, quelque eh chose ben, comme ça? c'était ça le truc. Où ce rendu, où, en 2016, ils prennent cette goutte de sang, ils parviennent à reconstituer ce qu'ils pensent que le tueur pourrait ressembler ou à qui appartient le sang. Et puis tu regardes une photo de Mira Velasquez, et c'est exactement ça. Et c'est l'une de ces choses parce que je pense que pour beaucoup de nos affaires que nous allons couvrir. Et maintenant, avec l'IA, tu sais, ils vont reconstituer l'apparence qu'aurait aujourd'hui un enfant disparu à l'âge de 25 ou 35 ans ou peu importe le cas. Et il y a tellement de fois où tu regardes ça et tu te dis, c'est génial qu'on ait cette technologie, mais à quel point est-ce précis? Ça peut À quel vraiment point c'est l'être précis? très différent. Tu Oui, connais le la phénotypage, situation c'est... actuelle, une goutte de sang, et pour dire, voilà ce que c'est. À quoi ressemble la personne, puis que ce soit, je veux dire, l'âge. Tu sais, le visage, la couleur des cheveux, c'est incroyable de comparer côte à côte comment tout cela s'est passé. Oui, c'est incroyable de voir à quel point nous avons progressé dans ce domaine en particulier. Les gens parlent de la généalogie génétique médico-légale et je trouve ça fascinant et c'est vraiment très utile. Je repense à l'époque où nous faisions des modèles en argile, vous savez, de suspects ou de victimes, ce genre de choses. Et on essaye de s'y mettre, on regarde un peu. Et je sais que tout le monde se dit que ça y ressemble peut-être, mais qu'avec le phénotypage, c'est incroyable. Incroyable, certaines reconstitutions et images que j'ai vues. Ils avaient déjà tout cela à l'époque. Tu sais, en 2016, quand ils ont publié cette image du suspect, et puis, tu sais, tu fais un bond en avant et tu te retrouves selon leurs critères. Ce sont eux qui le disent, pas nous, car cela n'a pas encore été jugé. Selon leurs critères, ils pensent qu'ils ont, vous savez, ciblé un suspect. Oui. Et je suppose, juste pour finir aussi, parce qu'on a tellement de ces affaires, il y a l'histoire de Leslie Prayer, qui est une femme qui a été tuée dans le comté de Montgomery, dans le Maryland, à laquelle je pense souvent parce que c'était un meurtre non résolu de 2001 qui a été élucidé, je crois. En 2024, très similaire à cette affaire. Et les gens peuvent aller regarder nos épisodes précédents à ce sujet. Et puis, ben, vous avez cette histoire où, vous savez, vous allez à Arlington, au Texas, vous savez, sur le site web, et ils ont une section dédiée aux affaires non résolues. Et l'histoire d'Irissima Chavez, elle fait partie des nombreux meurtres non résolus au fil des années. Et il y a tellement d'affaires non élucidées dont les gens n'entendront jamais parler qui existent. Et pourtant, nous avons désormais cet outil qui fonctionne très bien, en Il s'attaquant à le ce qui fait. semble être une affaire impossible qu'il résout ensuite, comme on le voit. Est-ce lié aux ressources? Qu'est-ce qui intervient? Je sais que retrouver ce suspect demande du temps, mais pourquoi cette méthode n'est-elle pas plus utilisée? Pourquoi le FBI doit-il souvent être... Ils doivent choisir quelles affaires se prêtent bien à ce type particulier de technologie? Je crois que tout commence, Chris, par la viabilité de leur échantillon. Tu sais quelle quantité d'échantillons ils ont? Les tests sont destructifs. Y a-t-il quelque chose sur quoi s'appuyer? Et pour revenir un instant à ce dont tu parlais,
Disons qu'il y a des tonnes de cas, et j'en parle tout le temps dans mon podcast parce que j'y tiens vraiment. J'ai beaucoup de compassion pour les défunts, les sans-voix, d'accord. Donc il y a beaucoup de corps non identifiés, d'accord. Oui. Et j'estime que si vous pouvez déterminer qui est quelqu'un et qu'il a peut-être trouvé la mort dans une violence horrible, c'est la première étape d'une enquête réussie. Vous savez, pouvez-vous imaginer comment, et j'ai fait partie de ces affaires, surtout il y a des années, où vous travailliez sur une affaire et vous pouviez avoir une victime d'homicide. Vous ne savez pas qui c'est. Eh bien, si vous savez qui c'est, vous commencez à explorer ces petits cercles. Vous savez à quel cercle ils appartiennent et leur fréquentation. Comme ils disent, cette famille, les relations sociales et tout ce genre de choses. Eh bien, ce qui fonctionne aussi avec les auteurs potentiels, vous savez, réfléchissez à le lien entre ces deux individus. Et c'est quelque chose qu'ils vont examiner dans cette affaire à mesure qu'ils avancent, vous savez, pour essayer de comprendre la relation entre ceux que le procureur a désignés comme leurs suspects et la victime, qui se retrouve avec 100 coups de couteau. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui motive tout cela pour comprendre la dynamique? Oui. Et la détective, lors de la conférence de presse aujourd'hui, est devenue émotive lorsqu'on lui a demandé comment s'était passé le moment où elle informait la famille d'Irizima Chavez qu'ils avaient procédé à une arrestation. Et on imagine ce que cela a dû être après avoir attendu tant d'années, après avoir su qu'un être cher avait été victime de quelque chose d'aussi horrible qu'elle l'a été. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Nous verrons si la défense fournit une explication. Mira Velasquez reste présumée innocente tant qu'elle n'est pas reconnue coupable. Nous suivrons cette affaire. Écoutez le podcast Body Bags de Joseph Scott Morgan, l'un des meilleurs. Professeur de criminalistique à Jacksonville State University. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, Chris. Merci à vous. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et suivez-nous sur Spotify. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.